Le ciel est encore noir au-dessus du Golfe quand les États-Unis lâchent 120 avions de Chase. Washington pose un ultimatum de 10 jours pour arrêter le programme nucléaire iranien. Sinon, une guerre d'ampleur régionale s'enclenche. Il est exactement 4h17 du matin, heure locale, lorsque le ciel sombre au-dessus du porte-avions US Abraham Lincoln s'illumine brusquement. Un chasseur F-35 s'écrase sur le pont d'envol et accroche le brin d'arrêt à 150 miles à l'heure. Mais dans l'obscurité totale de l'eau, l'ennemi attend déjà. Des vedettes rapides iraniennes fendent les vagues et se dirigent droit vers la route de patrouille de la marine américaine. Au lieu de reculer, elles accélèrent. Les écrans radars du centre de commandement s'affolent. Des alarmes de collision résonnent dans les ponts inférieurs. L'écart se referme vite. Les officiers d'armement relèvent les caches de sécurité. Ce n'est pas une erreur de navigation, c'est un message politique écrit dans l'acier. L'Iran teste les nerfs de la marine américaine, essaie de voir si elle scellera la première, sans savoir qu'elle provoque la mauvaise force au pire moment possible. Le président vient d'imposer un compte à rebours de 10 jours. Pour comprendre à quel point cette confrontation est dangereuse, il faut regarder la carte. Le USS Abraham Lincoln opère près du détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus vitaux de la planète. Plus de 20% du pétrole mondial transite chaque jour par ce goulot d'étranglement étroit. Tactiquement, c'est un cauchemar absolu pour tout commandant de flotte. Le détroit est encerclé de batteries de missiles anti-navires iraniennes cachées au cœur des côtes rocheuses. Pour la marine américaine, c'est une zone de combat 200 miles où chaque radar ennemi tourne 24 heures sur 24. Une menace mortelle peut surgir de la côte en moins d'une minute. L'Iran sait que fermer ce détroit ferait s'effondrer l'économie mondiale instantanément. C'est leur véritable levier de pression. Ils veulent entraîner les États-Unis dans un combat lent et douloureux, en espace confiné, où les navires massifs ne peuvent pas fuir facilement. Mais il y a une dimension profondément humaine dans cette tension. Pour les 5000 marins à bord du porte-avions, ce n'est pas une partie d'échecs jouée par des politiciens, c'est leur vie réelle. Ils dorment dans des couchettes exiguës, à seulement 100 pieds de l'endroit où une torpille iranienne lourde ou un drone suicide pourrait frapper en pleine nuit. La pression physique est constante, sans relâche. Ils savent que, 7 mois plus tôt, les États-Unis ont largué des bombes anti-bunker de 30 000 livres sur des sites nucléaires iraniens. Depuis, l'Iran n'a cessé de reconstruire, de couler des dalles de béton épaisses, d'enfouir plus profondément ses installations d'enrichissement d'uranium. Il se prépare pour la deuxième manche. Ce n'est pas une patrouille de routine. C'est une situation hautement explosive, prête à s'enflammer. Et chaque marin sait qu'un seul mauvais geste, un doigt trop nerveux sur la gâchette d'un garde à bord d'un hors-bord, suffirait à déclencher une guerre régionale majeure. Dans le centre de combat du US Abraham Lincoln, la lumière bleutée baigne la salle. L'air est froid, mais les officiers transpirent. Un jeune technicien radar se penche vers son écran lumineux. Il repère plusieurs contacts rapides se détachant de la côte iranienne. Sur son écran, un groupe de points verts clignote soudain et devient rouge sombre. Ce changement de couleur signifie une seule chose, ce ne sont pas des erreurs informatiques. Il y a de vrais hommes à bord de ces embarcations, et ils sont lourdement armés. Suivez-les et obtenez un visuel immédiatement, aboie l'officier tactique à travers la salle. Sur le pont d'envol, le vent marin hurle à 40 miles à l'heure. L'équipe de pont manœuvre comme une machine dans l'obscurité totale. L'ordre tombe depuis la tour. Lancez les chasseurs. 2 F-18 sont déjà accrochés aux catapultes à vapeur. Les pilotes respirent lourdement dans leur masque à oxygène. La main gantée de l'un d'eux se pose fermement sur la manette des gaz. Il regarde le directeur de pont agiter sa baguette lumineuse dans le noir. Il pousse la manette. Les moteurs hurlent, crachant des flammes bleues dans la nuit. La catapulte se déclenche dans un choc sourd. En exactement 2 secondes, l'appareil de 45 000 livres passe de 0 à 160 miles à l'heure. L'accélération brutale plaque le pilote contre son siège. En bas, dans la salle radar plongée dans l'obscurité, le doigt du jeune technicien plane au-dessus du panneau de tir des systèmes défensifs.
Il touche le bouton en plastique dur. Ce n'est qu'un minuscule morceau de plastique, mais à cet instant, il semble peser plus que tout au monde. Il attend l'ordre de tirer. 5 secondes passent dans un silence total, puis 10 secondes. Chaque seconde paraît en durer 20. Les cibles maintiennent leur cap. Elles sont à exactement 8 miles, rapporte-t-il, la voix tendue. Les chasseurs percent l'épaisse couverture nuageuse, plongeant bas au-dessus de l'eau noire. Leur nacelle de désignation verrouille instantanément les vedettes iraniennes. Dans leurs caméras infrarouges, les pilotes distinguent le sillage blanc des embarcations ennemies. Ils sont assez proches pour voir les mitrailleuses monter à l'avant. Les avions descendent encore, rasant les vedettes à seulement 500 pieds au-dessus de l'eau. Le vacarme des moteurs frappe les bateaux ennemis comme un mur de son. En bas, les vedettes iraniennes virent brusquement à gauche, abandonnant leur trajectoire d'attaque agressive et repartent vers la sécurité de la côte rocheuse. La première vague est terminée, mais la longue nuit fait que commencer pour l'équipage. Ces vedettes n'étaient qu'une diversion, un test destiné à mesurer la rapidité de réaction de la marine américaine. 5 minutes plus tard, la véritable menace apparaît enfin. Des voyants d'alerte clignotent sur les consoles de guerre électroniques. « Vampire, vampire !» crie un marin, le mot de code annonçant des missiles entrants. Les batteries côtières iraniennes viennent d'activer leur radar de conduite de tir. Elles éclairent les navires américains de faisceaux électroniques invisibles, en préparation du lancement de missiles anti-navires à longue portée. Dans le combat naval moderne, chaque angle compte. Même un virage de 5 degrés peut faire la différence entre dévier un missile et subir un impact direct sur la salle des machines. Le capitaine lance ses ordres depuis la passerelle. Le porte-avions s'incline lourdement, traçant un large cercle blanc dans l'eau sombre pour présenter une cible plus petite. Lancez les avions de guerre électroniques immédiatement. Ces appareils spécialisés décollent dans la nuit. Leur mission n'est pas de larguer des bombes, mais d'aveugler complètement l'adversaire. Ils foncent droit dans les faisceaux radars invisibles, saturant les systèmes informatiques iraniens de bruit électronique. Pendant un instant terrifiant, dans le centre de commandement, il n'y a plus aucun son, seulement le ronronnement profond des serveurs et le fracas des vagues contre la coque d'acier. Tout l'équipage retient son souffle. C'est la réalité brutale de la saturation radar dans la guerre moderne. Quand l'ennemi envoie des dizaines de signaux fictifs simultanément, les écrans se remplissent de parasites et de cibles fantômes. Le cerveau humain ne peut simplement pas traiter autant de données chaotiques à la fois. La fatigue de l'équipage s'installe rapidement. Les marins tiennent leur poste de combat depuis 12 heures d'affilée, figés. Leurs yeux brûlent à force de fixer les écrans lumineux. Les moteurs du navire sont poussés à leur limite mécanique absolue, alors qu'ils filent à pleine vitesse pour échapper à la menace invisible. Soudain, une nouvelle alarme retentit fort. Elle ne vient pas de la côte rocheuse, mais du ciel, juste au-dessus d'eux. Un essaim de drones suicides iraniens, volant très bas au-dessus des vagues pour échapper au radar, vient de percer l'anneau de défense extérieur. Ils sont bon marché, lents et incroyablement meurtriers. Le canon Gatling automatisé installé sur le flanc du navire se met à tourner dans un grondement mécanique lourd, crachant des milliers de balles par minute. Un mur de métal solide déchire le ciel noir. Le premier drone explose en plein vol, éclaboussant l'océan de débris orange en flammes. Mais 10 autres drones suivent immédiatement derrière. Pendant que le porte-avions combat cet essaim, les responsables militaires aux États-Unis tentent de mettre en place un ultime plan de secours. Si la situation devient totalement incontrôlable, l'armée a besoin de ses bombardiers furtifs les plus lourds pour larguer les armes les plus puissantes. Par le passé, les États-Unis faisaient décoller ces bombardiers depuis une petite base insulaire de l'océan Indien nommée Diego Garcia, dotée d'une piste de 12 000 pieds, parfaitement conçue pour les avions les plus lourds, suffisamment proche pour frapper l'Iran, mais assez éloignée pour rester à l'abri des missiles. Mais voici le rebondissement majeur qui change tout. Diego Garcia est un territoire britannique. Et le Premier ministre du Royaume-Uni vient d'informer le président des États-Unis que le gouvernement britannique refuse catégoriquement de laisser les bombardiers américains utiliser cette base insulaire pour des frappes offensives, estimant que cela violerait le droit international. Le président est furieux.
C'est une crise diplomatique majeure qui se déroule en temps réel. Personne n'avait vu venir ce blocage politique soudain. L'armée avait construit tout son plan de frappe autour de cette île précise. Maintenant, les bombardiers lourds sont cloués au sol, contraints de chercher des bases de repli bien plus proches des missiles ennemis, et donc bien plus dangereuses. Mais l'équipage courageux du USS Abraham Lincoln ne le sait pas encore. Les marins qui repoussent les drones explosifs dans l'obscurité croient sincèrement avoir tout le poids de l'aviation américaine prêt à intervenir à tout moment. Ils sont convaincus que la puissance de feu lourde se tient juste derrière eux. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont, en réalité, complètement seuls. Le filet de sécurité vient d'être coupé net. Le groupe aéronaval doit tenir la ligne cette nuit avec les seules armes qu'il a emportées avec lui. Le suspense dans le centre de commandement du navire devient suffocant. Si l'essaim de drones grossit encore, il n'y aura nulle part où se cacher, et aucun renfort ne viendra du ciel pour les sauver. Le compte à rebours continue de tourner. L'ultimatum de 10 jours, lancé par le président, approche de son terme. L'Iran doit abandonner immédiatement son programme d'armement nucléaire, sinon l'armée américaine le détruira entièrement. Dans l'eau sombre du détroit, le ciel nocturne s'illumine à nouveau. Les canaux automatisés rugissent une fois de plus. Le son lourd vibre violemment à travers les planchers d'acier du navire massif. Un second drone suicide explose juste au-dessus, l'éclat orange incroyablement vif se reflétant sur le pont d'envol plat. Pendant exactement 3 secondes, chaque personne sur le pont extérieur s'immobilise et fixe la boule de feu qui s'effondre dans les eaux sombres. Un silence total, à peine troublé par le vent. Puis la radio sécurisée grésille. Viper 1, armes actives, vous êtes autorisé à engager. Au-dessus des nuages épais, un escadron rapide de F-22 abandonne soudainement son profil furtif et ouvre ses soutes internes. Il chasse les avions iraniens qui tentent de se glisser derrière le mortel essaim de drones. « Fox 3 !» hurle un pilote américain sur la fréquence radio. Un missile air-air à longue portée quitte le ventre du chasseur furtif, s'allume instantanément et fend le ciel sombre. Sur l'eau agitée, le USS Gerald R. Ford, second porte-avions américain, arrive enfin. Il traverse la mer Rouge et pénètre pleinement dans le théâtre des opérations. Désormais, les États-Unis disposent de plus de 120 avions de combat et de 2 forteresses flottantes massives, prêtes à déchaîner leur puissance. Les destroyers lance-missiles ouvrent rapidement leur tube de lancement vertical. Des missiles de croisière Tomahawk se verrouillent sur les bunkers en béton épais dispersés à travers l'Iran. Au même instant, le guide suprême iranien publie un avertissement terrifiant sur Internet, montrant une image truquée, générée par ordinateur, d'un porte-avions américain sombrant violemment au fond de l'océan. Il promet de lancer des centaines de missiles balistiques sur les bases américaines à travers tout le Moyen-Orient, si une seule bombe américaine touche le sol iranien. Les viseurs numériques sont totalement verrouillés. Les pilotes gardent le doigt sur la détente. Les opérateurs radars fixent des écrans entièrement saturés de cibles hostiles. Commandement, verrouillage confirmé. Nous attendons votre ordre final. Le monde entier retient son souffle. Il n'y a plus de mots à échanger. Les drones sont détruits. Le navire américain traverse la nuit sans une égratignure. Les vedettes rapides iraniennes se retirent dans leurs criques cachées. Les chasseurs rentrent à leur base sans avoir tiré un seul missile de plus. La bataille immédiate est terminée, mais la véritable guerre n'a pas encore commencé. Cette nuit a révélé une réalité nouvelle et glaçante de la guerre navale moderne. Elle prouve que des drones suicides à 20 000 $ peuvent forcer un porte-avions nucléaire de 13 milliards de dollars à s'arrêter et à combattre pour sa survie. L'Iran n'a pas besoin de détruire la marine américaine pour l'emporter. Il lui suffit de rendre le coût quotidien de ces opérations si élevé, si épuisant physiquement, que l'opinion publique américaine exige elle-même le retour des navires au port. Ce déploiement militaire coûte aux États-Unis des millions de dollars chaque jour. Pendant ce temps, l'Iran joue la carte de la patience, retranché dans ses bunkers montagneux nouvellement renforcés. Il creuse des tunnels plus profonds, coule du béton plus épais au-dessus de leur laboratoire nucléaire.
Le président se retrouve face à un choix brutal. Une frappe limitée ne suffira pas à arrêter le programme nucléaire. Une frappe massive pourrait l'arrêter, mais elle garantit en retour une pluie de missiles iraniens sur les troupes américaines déployées dans toute la région. La fenêtre de 10 jours se referme. Il faut se souvenir que cet essaim de drones dans l'eau sombre n'était qu'un test. L'Iran cartographiait les temps de réaction américains, notant précisément comment les radars réagissaient. La prochaine frappe ne sera pas un exercice. La marine américaine pourrait ne pas disposer de 10 secondes pour réagir la prochaine fois. On peut se demander, en imaginant un instant être à la place de celui qui doit trancher dans le bureau ovale, quel ordre on donnerait vraiment? Faut-il frapper les bombardiers avant que l'Iran ne termine son arme, au risque d'allumer l'incendie soi-même? Ou vaut-il mieux reculer pour éviter une guerre régionale, au risque de laisser le programme nucléaire aboutir tranquillement pendant qu'on hésite? Il n'y a pas de réponse simple, et c'est peut-être ce qui rend cette nuit dans le détroit d'Ormuz si difficile à oublier, comme ces choix impossibles où chaque option semble porter en elle sa propre part de catastrophe.